webinaires qui se sont déroulés tout au long des mois de juin et juillet, donc sur la thématique du rebond. Ils étaient tous animés, ces webinaires, par des architectes industrie du futur, avec des témoignages et des retours d'expérience d'entreprise. Alors vous pouvez voir ces webinaires, ces 7 webinaires, ces 6 webinaires plus celui d'aujourd'hui, vous allez pouvoir les revoir sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie. Aujourd'hui, donc ce mercredi 23 septembre, nous allons aborder la méthode de planification anticipée de la qualité, méthode APQP, à travers les interventions de plusieurs personnes. Donc, tout d'abord Christophe Ventanax, qui est directeur de projet mutation industrielle à la région Occitanie, et qui va nous présenter le parcours régional industrie du futur et ses différents enjeux. Ensuite, nous aurons Jean-Philippe Le Demnat, qui est directeur des départements qualité et industrialisation chez Altran, qui va donner sa vision de l'industrie du futur et qui va introduire la conférence sur l'APQP. Ensuite, Thomas Sabourin, qui est responsable des activités qualité préventive chez Altran, va animer une conférence entre plusieurs intervenants. Alors, le premier intervenant, c'est Florence Guintard, qui est responsable qualité supply chain chez Airbus, qui présentera la stratégie Airbus de déploiement de l'APQP au sein de la supply chain. Et deuxième intervenant, c'est Éric Pourchet, qui est responsable qualité programme chez l'ATECOR, qui présentera la stratégie de déploiement de l'APQP au sein de l'ATECOR. Alors, avant de passer peut-être la parole à Christophe Ventanax, quelques petites informations pratiques sur ce webinaire. Alors, tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, ce webinaire est enregistré, donc il sera visible et revisible sur notre chaîne YouTube à l'issue de la journée. Nous vous ferons parvenir, si vous le souhaitez aussi, les présentations et les coordonnées des différents intervenants d'aujourd'hui. Et dernier point, vous avez la possibilité de poser des questions, si vous le souhaitez, via l'onglet « Converser » qui est en bas de votre écran. Donc, on répondra à ces questions après les présentations des différents intervenants. Donc, on va dire vers 14h45, 14h50. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Christophe, je te passe la parole pour ton intervention. Merci Flavien pour ces mots d'introduction. Donc, comme le rappelait Flavien, l'un des enjeux et des objectifs de cette série de webinaires, c'est de faire connaître, de sensibiliser aux enjeux de l'industrie du futur et faire connaître l'offre d'accompagnement proposée par la région avec un cofinancement de l'État. Avant de démarrer, peut-être rappeler en quelques lignes de quoi l'on parle dans le cadre de ce programme d'accompagnement industrie du futur. On parle des transformations des modèles de production par les nouvelles technologies, notamment robotique et numérique, qui vont permettre à l'industrie de gagner en performance, en compétitivité, tout en répondant à des nouvelles exigences en matière de responsabilité environnementale et sociale. Donc, c'est un enjeu qui répond à plusieurs transitions simultanées, transition énergétique, écologique, transition technologique, transition organisationnelle et sociétale. Cette transformation elle repose sur la technologie, bien sûr, mais elle implique une évolution significative des modes d'organisation, des modes de management, mais aussi des modèles économiques pour nos entreprises. L'enjeu de ce programme que la région a lancé de manière opérationnelle au courant du mois de février, c'est bien de préparer nos entreprises, TPE, PME, ETI, à la 4e révolution industrielle en tenant compte de leur degré de maturité sur ces enjeux. L'objectif étant bien entendu d'améliorer l'excellence opérationnelle globale en combinant à la fois la performance industrielle, la performance organisationnelle, la transformation technologique, la performance environnementale, mais aussi, et bien entendu, la valorisation de l'humain et des salariés dans l'organisation industrielle. Ce programme Industrie du futur, il vise un public d'entreprises industrielles, toutes filières confondues, et quel que soit leur niveau de maturité. Et l'objectif, c'est vraiment d'inciter les entreprises à s'engager dans un processus de transformation significatif et durable. Il ne s'agit pas de faire une révolution 1.0 ou 4.0, il s'agit bien d'engager une démarche continue. Dans ce cadre, le parcours se veut incitatif.
pour proposer un accompagnement spécialisé par un prestataire qui a été référencé par la région suite à un appel à manifestation d'intérêt, avec un objectif de 400 entreprises à accompagner sur une durée de 3 ans. Le programme ayant démarré officiellement début 2020 et s'achevant donc le 31 décembre 2022 avec des inscriptions au fil de l'eau. Comme je le disais en préalable, c'est un programme qui est cofinancé par l'État et la région, qui représente, pour information, un budget global sur 300 de 6 850 000 € pour réaliser ces 400 accompagnements visés. Ce programme, il se décompose en 2 phases, avec une durée minimum de prestation de 5 jours. Donc, une première phase qu'on appelle accompagnement court, et dont l'objectif principal est de réaliser un diagnostic 360 selon une approche systémique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et avec comme objectif prioritaire, au-delà de ce diagnostic, de définir les objectifs et la stratégie de l'entreprise, de l'aider à élaborer une feuille de route à 24 mois et à définir le périmètre d'intervention des experts ou le choix des actions ou des expérimentations qui seront à déployer ou à approfondir par un accompagnement plus long. Cette première phase, elle est financée à 100% par les pouvoirs publics, à raison d'un plafond de 1 200 € hors taxe par jour. L'objectif de cette première phase, bien évidemment, c'est d'inciter les entreprises à poursuivre et à approfondir cet accompagnement vers la deuxième phase, qui est un accompagnement long sur mesure et qui peut aller jusqu'à 25 jours supplémentaires maximum. En fonction du nombre de jours qui sera nécessaire ou retenu par l'entreprise, on a un socle minimal qui va porter sur une étude approfondie sur 3 grands facteurs de transformation, dont au moins un technologique, avec un plan d'action à 3 ans et la mise en œuvre d'une ou de plusieurs expérimentations ou actions opérationnelles. Sur un accompagnement complet de 25 jours, l'accompagnement portera aussi sur l'élaboration d'un business plan avec l'évaluation du coût des actions, des ROI et la priorisation des actions à mener. Et ira jusqu'à l'expression des besoins de l'entreprise auprès des offreurs de solutions ou de prestataires spécialisés, voire dans certains cas jusqu'à la rédaction d'un cahier des charges. Cette deuxième phase peut bénéficier, sur les mêmes conditions, d'un financement public à 50% par le financement État et région. J'ai évoqué tout à l'heure les facteurs de transformation. Donc, un petit mot de la philosophie qui a été retenue en région Occitanie pour réaliser ces accompagnements, puisque ces accompagnements ont vraiment vocation à s'inscrire dans une approche systémique et globale qui intègre les facteurs déterminants dans un processus de transformation vers l'industrie du futur, mais surtout leurs interrelations et les impacts de ces facteurs sur l'ensemble des processus opérationnels de l'entreprise. Ces facteurs, ils s'appuient sur le référentiel de l'Alliance pour l'industrie du futur. On a fait le choix de les rebalayer autour de 7 grands items. Le premier qui est le facteur structurant dont va découler le diagnostic 360 et l'ensemble de la stratégie, c'est bien entendu la vision du dirigeant. Le deuxième facteur, c'est le volet technologique, qu'il soit robotique, numérique, de transformation. Le volet performance industrielle, le volet performance organisationnelle qui inclut les questions liées à la qualité ou les enjeux liés à l'entreprise étendue. La performance environnementale, j'en ai parlé tout à l'heure dans les grands enjeux de transformation vers l'industrie du futur. Et enfin, l'accompagnement humain, l'acceptabilité du changement, la valorisation des salariés, le management des compétences, des savoir-faire, et des aspects de performance économique et notamment des nouveaux modèles autour plus particulièrement de la servicisation de l'économie et des activités permises par ces nouvelles technologies digitales. Cette approche systémique, c'est celle qui a conduit au cahier des charges de référencement des prestataires, donc 7 prestataires référencés qui sont habilités à mener ce programme
et qui sont donc les passages obligés pour pouvoir bénéficier des financements État-région. Cette prestataire, donc, vous voyez affichée à l'écran, qui ont été avant tout retenus parce qu'ils ont su démontrer une méthode architecte correspondant à cette approche globale et systémique que nous recherchions. Ce ne sont pas des spécialistes d'une filière ou d'une technologie. La technologie étant un outil au service d'une stratégie, mais pas une finalité a priori. Et enfin, on leur a demandé de n'être offreurs d'aucune solution technologique en mode propriétaire, afin qu'ils puissent jouer pleinement un rôle de tiers de confiance auprès de l'entreprise accompagnée. Cette approche systémique qui a été retenue, elle permet d'accompagner des entreprises industrielles sur de nombreuses problématiques, dont certaines ont été particulièrement mises en exergue durant cette crise sanitaire du Covid, et durant cette phase très critique de rebond et de relance. Et elle permet d'accompagner ces problématiques dans le cadre d'une stratégie globale de transformation. Quelques exemples très concrets d'enjeux qui ont pu se poser aux entreprises. Réussir très rapidement une bascule digitale, adapter, digitaliser le pilotage de l'entreprise dans un environnement très incertain, la mise en place de nouveaux modèles plus agiles d'organisation, des problématiques de flexibilité de l'outil de production, que ce soit pour adapter ses capacités à la hausse ou à la baisse, ou pour l'adapter à des nouvelles lignes produits rapidement. Sont des problématiques de mise en place de nouveaux modes de collaboration, d'engagement des équipes dans la transformation, des problématiques de chaîne de valeur et d'approvisionnement, mais aussi des enjeux d'identification de nouveaux gisements de compétitivité, de nouveaux gisements de valeur pour repositionner sa stratégie. Donc cette approche systémique, au-delà des enjeux moyen terme qui étaient posés à la genèse du programme pour accompagner une transformation durable, aujourd'hui, elle se positionne comme un outil pertinent et prioritaire dans le cadre des plans de relance mis en œuvre par la région pour aider nos entreprises industrielles à engager cette phase de rebond vers un modèle industriel qui soit plus performant, plus durable et bien entendu plus résilient. Pour en bénéficier, moi je vous invite à vous rendre sur l'adresse qui apparaît à l'écran, qui est le hub entreprendre de la région. Sur ce hub, donc vous aurez accès à un certain nombre d'informations de premier niveau en mode non connecté. Il vous sera demandé en revanche de créer un compte si vous ne disposez pas encore, de choisir un référent parmi ceux qui vous seront proposés. Donc ces références, peut-être des conseillers de la CCI, des chambres consulaires, des chargés de mission de l'agence ad hoc ou des chargés de mission des services économiques de votre collectivité d'implantation. Et ce compte, en revanche, vous sera nécessaire pour pouvoir déposer directement en ligne votre demande de financement sur la plateforme Les aides en ligne de la région. Je vous remercie. Je te rends la parole, Flavien. Voilà, je réactive mon micro. Merci Christophe. Donc maintenant, on va peut-être passer la parole à Thomas Sabourin d'Altran. D'abord à monsieur Jean-Philippe Ledennat, qui est donc le directeur des départements qualité et industrialisation chez Altran, qui va nous présenter sa vision de l'industrie du futur et qui va introduire la conférence APQP. Voilà, donc je vous passe la parole. Merci Flavien, merci Christophe pour cette introduction et merci à la région pour nous avoir fait confiance pour accompagner le tissu industriel vers cette transformation de l'industrie du futur. Donc effectivement, les nouvelles technologies constituent un accélérateur de performance, c'est indéniable. Par contre, effectivement, ce n'est pas une fin en soi. Quelle que soit la manière dont on l'appelle, industrie 4.0 pour les Allemands, industrie du futur pour les Français, smart manufacturing pour les Américains, l'approche est toujours bien commune et donc c'est comment on va
grâce aux nouvelles technologies qui sont autour de la cyberphysique, comment on va pouvoir accélérer la performance de nos usines traditionnelles. Donc, on observe vraiment une nouvelle phase dans cette approche d'industrie du futur, puisque c'est une approche qui date maintenant entre 5 et 10 ans en fonction de la date qu'on prend, et qui a d'abord été un peu la ruée vers les nouvelles technologies, et qui a fait suite à une phase un peu de déception, puisque introduire la technologie pour la technologie ne les a malheureusement jamais rendus utiles, mais plutôt on les prend autrement maintenant, comment on peut grâce aux nouvelles technologies, améliorer les cas d'usage dans nos usines d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est vraiment, on est face à un paradigme. Donc, on a dit que c'est la 4e révolution industrielle. Elle est assez particulière puisque, par rapport aux autres, le monde de la grande consommation a été plus rapide. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies, telles que la réalité augmentée ou réalité virtuelle, sont déjà arrivées dans nos foyers. On le voit par exemple au Futuroscope, où quand on le visite, on est capable de scanner les visiteurs et d'imprimer directement en impression 3D des cubes et des goodies. Dans la blockchain, autre technologie qu'on voit aujourd'hui dans le monde de la grande consommation, quand on va au supermarché, on est capable de scanner des produits et de connaître l'origine et toute la traçabilité de ces produits. Donc on parle aussi d'Internet des objets, de robots, de cobots, etc. On ne va pas faire le scan de toutes les technologies, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif de la démarche d'industrie du futur est donc d'intégrer ces nouvelles technologies dans un outil industriel traditionnel. Donc, on a trois étapes ou trois grosses parties. La première, c'est les machines. Donc, les machines resteront. Les assets industriels au global, le parc industriel restera. Il va évoluer, donc il faudra les connecter, ces machines, pour pouvoir les rendre intelligentes. Donc, il y a plusieurs manières. Soit on a des machines qui sont déjà équipées de capteurs, soit on va avoir des systèmes externes qui vont pouvoir se plugger aux machines et les faire converser entre elles. L'objectif étant de faire du prédictif et de pouvoir auto-reconfigurer notre parc industriel afin de converger vers du zéro défaut et de l'optimisation. Le digital a un rôle majeur puisqu'on le voit encore plus. Aujourd'hui, suite à la crise sanitaire, on sait qu'on a appris à travailler à distance et le digital est clairement un acteur majeur. Le deuxième point, c'est les hommes. Donc, souvent, on fait un amalgame entre l'industrie 4.0 et les technologies. Ce n'est bien sûr pas que ça. Les technologies ne sont qu'un outil. Et les hommes, au sens large, resteront évidemment au centre de l'usine. Donc, l'objectif des technologies étant d'optimiser les conditions de vie et les performances des hommes et des femmes qui constituent l'entreprise. Donc, avec diverses approches. Donc, tout ce qui est tâches à non-valeur ajoutée ou tâches très répétitives peuvent être suppléées par des robots, des cobots ou autres machines, de manière à augmenter, baisser plutôt la pénibilité, par exemple, et recentrer la valeur ajoutée des hommes et des femmes qui constituent les entreprises. Le deuxième aspect, encore une fois, qui fait écho par rapport à la crise sanitaire que nous venons de vivre, c'est la protection. Donc, la protection des employés. Donc, grâce aux nouvelles technologies, on est capable aujourd'hui de travailler sur des EPI, des équipements de protection individuelle adaptatifs en fonction de l'état de fatigue, en fonction de l'environnement, ATEX, pas ATEX, en fonction des tâches que vont faire les différentes personnes. Et ça, c'est nouveau et c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et le troisième point, ça va être la supply chain. Donc, la supply chain est en effet quelque chose qui restera aussi, malgré la révolution industrielle. Elle sera juste un peu différente, beaucoup plus connectée pour être collaborative. C'est ensemble qu'on peut aller plus loin, plus vite, et pour que chaque maillon en bénéficie. Donc, le digital est évidemment un aspect majeur. On ne va pas reparler du blockchain, etc. Mais également, il y a tout un aspect autour de l'état d'esprit et du changement des méthodologies. Et donc, évidemment, là, ça fait écho à la suite du webinaire, qui est l'APQP, qui est une méthodologie de collaboration anticipatrice et collective. Voilà un petit peu les trois axes dont je voulais vous parler. Le deuxième point, c'est aujourd'hui Altran, Capgemini, qui sont une même et unique société, aujourd'hui proposent à nos industriels
un medley entre l'approche IT de Capgemini, donc tout ce qui est lié au digital et aux nouvelles technologies, et l'approche métier d'Altran, où nous sommes présents dans la plupart des industries. Donc, on est un grand groupe, c'est vrai, mais on est au service de tout le tissu industriel. On travaille aujourd'hui pour des startups. On pourrait citer Kianos, qu'on a accompagné pendant plusieurs années, c'est récemment, et on vient de s'accorder avec Nanomate, par exemple, pour faire le diagnostic, donc, qui est une startup faisant de la nanotechnologie. Les PME, donc les PME également un tissu avec lequel nous travaillons activement. Donc, on peut citer Tiso ou Mapei, qui est une entreprise qui vend des peintures pour les professionnels ou pour les particuliers, et qu'on a accompagné pour la gestion des flux intelligents en interne de son usine. Et enfin, les ETI, où on peut citer Nexteam, la TechOR, je ne vais pas tous les citer, et on remercie nos amis de la TechOR pour se joindre à nous lors de ce webinaire aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est que chaque maillon est primordial. S'il manque une vis dans un avion, il ne décolle pas. S'il manque quel que soit l'élément qui manque dans toute machine et produit industriel, il ne sort pas de l'usine. Donc, chaque maillon est primordial. Enfin, le rôle de l'APQP. Donc, l'APQP, c'est un accélérateur de collaboration, clairement. Le retour d'expérience le montre. Les premiers dossiers PIPAP, qui sont les derniers dossiers complets d'APQP, ont été créés en 1993, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est un paradigme de parler d'usine du futur et d'APQP, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Déjà, on voit le retour d'expérience. Ça a été lancé historiquement dans l'automobile. Et les gains ont été prouvés d'environ 40% de performance lorsqu'on lance des nouveaux produits et environ 80% de performance en plus lorsqu'on fait du transfert industriel. Donc on a un rétex, on a des chiffres. Et la seule chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est que la PQP soit adaptée en fonction de la taille de l'entreprise et que finalement l'effort de documentation que ça demande soit corrélatif avec la taille de l'entreprise pour pas que ça devienne trop une contrainte par rapport aux bénéfices. Donc voilà, donc la PQP, on y croit fortement, on s'est fortement lancé dans la diffusion de cette APQP au sein de toute la supply, qu'elle soit aéronautique, mais pas que, puisqu'on travaille dans tous les secteurs industriels. Et c'est également une première étape pour la route vers l'usine du futur. Donc merci à tous. Et je passe la main à Thomas, qui va vous parler de ce bel outil. Merci Jean-Philippe. Donc Thomas Sabourin, responsable des activités qualité préventive chez Altran. Alors comme on l'a déjà dit, le futur pour les industries, c'est évidemment l'innovation. Et donc l'innovation, c'est le développement de produits. Et la PQP s'applique sur les développements de produits. Et quand on fait un développement, on a souvent deux problématiques majeures, que sont le suivi des livrables clés d'un développement en termes de first time quality et le respect des délais. On sait très bien qu'un certain nombre de projets peuvent prendre du temps et chaque mois perdu, semaine perdue, a un coût pour l'entreprise. Et le right first time, qui est l'idéologie de la PQP, le principe même de la PQP peut permettre d'éviter ce genre de problématique. Donc la PQP, c'est une méthode avant tout. On ne réinvente pas la façon de développer. Ça fait 30 ans qu'on développe, hein, comme Jean-Philippe l'a dit. Ça fait 40 ans qu'on fait des nouveaux produits et ça, on sait le faire. Par contre, ça nous permet de structurer la méthode. Et elle passe par 3 piliers essentiels, les piliers de la PQP, qui vont être avant tout la mise en place d'un planning de monitoring des grands livrables de notre projet. Ça, c'est la première chose, c'est l'essence même de la PQP. Et ensuite, on a 2 autres piliers qui sont fondamentaux également. L'engagement de la direction, on va l'aborder un peu avec la TechOR. Et puis, le décloisonnement d'un projet de développement. Le décloisonnement d'un projet de développement, il se fait sur 2 axes, selon moi, que sont
l'engagement d'équipes multifonctions. On va l'aborder plus tard avec Airbus, des équipes multifonctionnelles avec des compétences diverses qui vont permettre de comprendre la maturité du développement à un stade donné. Et puis, évidemment, l'engagement de l'ensemble de la supply chain. Puisque lorsqu'on fait un développement, il faut prendre en compte évidemment l'assembleur final. Si on prend l'aéronautique, ce sera par exemple Airbus, mais aussi les systèmes, les sous-systèmes, les composants, les parts faites par l'ensemble des suppliers. Donc, il faut l'engagement de l'ensemble de cette supply chain pour réussir à développer un projet on time, on quality. C'est évidemment tout l'intérêt. C'est ce pourquoi on a fait ce webinaire. On voulait focuser notre webinaire sur l'APQP dans la supply chain. Et c'est pour ça qu'on a ces trois intervenants aujourd'hui, qu'est Airbus, qui va nous présenter la stratégie de déploiement dans la supply chain, donc la stratégie de déploiement au travers de la supply chain. Ensuite, on va discuter avec l'ATCOR, qui est un des principaux maillons de la supply chain aéronautique. On va discuter du déploiement de la PQP chez l'ATCOR. Et puis nous sommes là mais pour supporter, pour apporter, pour coordonner, pour apporter notre support à nos clients, à nos partenaires sur le déploiement de la PQP, sur du coaching, sur du training, sur cette méthode-là. Et à ce titre, j'en profite pour vous dire à toutes les personnes qui sont présentes ici que nous avons mis en place pour ce webinaire une hotline APQP. Vous retrouvez le numéro sur cette planche en bas et un mail APQP gratuit sur lequel on peut vous apporter un support sur la méthodologie, sur la compréhension de la méthodologie si vous en avez besoin. Donc, on va faire aujourd'hui intervenir deux intervenants principaux qu'est Airbus, avec Florence Quintard, puis Monsieur Pourchet pour la TECOR. Florence, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis là. Donc, je vous laisse vous présenter du coup. Désolé. Merci. Donc en fait, je suis là en tant que représentante je vais y arriver. Je représente les responsables du contrôle supplier process. Donc c'est le process de gestion des fournisseurs chez Airbus Commercial, qui définit entre autres comment on va suivre un projet APQP chez nos fournisseurs. Et je suis accompagnée ici de Grégory Boisson aussi, qui est là, qui est donc lui APQP Standard Owner au niveau Airbus Group, qui nous aidera à répondre aux questions à la fin. Donc, si j'ai une première question qui me paraît évidente, Florence, c'est pourquoi avoir voulu déployer la PQP au sein d'Airbus, puis in fine au sein de la supply chain d'Airbus? Quels ont été les leviers qui vous ont fait décider de ce déploiement-là? Alors, ça fait partie d'une demande en fait des compagnies aériennes qui nous demandent fortement de renforcer la qualité des produits, et aussi un constat où il fallait renforcer la prévention dans notre cascade de sous-traitance, et ça a lancé le démarche de déploiement de la PQP il y a quelques années, donc on renforce. Et qu'est-ce que ça a apporté ce déploiement de la PQP au sein d'Airbus et au sein de la supply chain? Alors, ça apporte une méthode structurée, une méthode de management de projet, mais adaptée à la qualité, qui se base sur 3 piliers essentiels. Donc, une équipe multimétier, une approche avec une équipe multimétier, une approche avec des livrables qualité, donc on structure sur un project plan, et aussi un 3e pilier, donc d'early warning, donc qui permet d'anticiper les déviations par rapport au project plan et donc d'atteindre la maturité qu'on souhaite. Donc, qu'est-ce que ça a apporté? Donc déjà, c'est soutenu par un standard international, comme on a vu avant, donc forcément, c'est très structuré et ça
ça nous aide et qu'en termes d'objectifs, voilà, renforcer la qualité des produits, renforcer notre maturité industrielle en interne et dans notre cascade de sous-traitance pour sécuriser qu'on ait un design right first time et un manufacturing right first time. Très bien. Du coup, vous l'avez déployé, cette méthodologie en interne Airbus, ça a été votre premier choix, si je me souviens bien, dans les années 2010, début des années 2010. Maintenant, il y a une vraie volonté d'Airbus de déployer ça au sein de l'ensemble de cette supply chain. Quels sont vos leviers chez Airbus pour faire en sorte d'amener l'ensemble de votre supply chain vers cette méthodologie-là? Bon, alors, le premier levier, comme je disais, c'est que c'est un standard international. Le deuxième, c'est que donc on le cascade aussi dans nos exigences vers les fournisseurs à travers le process aussi contrôle supplier. Et aussi, en ce moment, on a une équipe multimétier, donc on est supporté par les équipes centrales. On a une équipe end-to-end, c'est-à-dire avec l'ensemble des fonctions au sein d'Airbus qui sont représentées et qui vont nous aider à améliorer toute notre structure pour déployer la PQP. Et cette structure s'oriente sur 3 axes, on va dire. Donc déjà, un premier axe, on va renforcer l'adhérence à la méthode et aux standards, en interne comme en externe. Il y a aussi dans cet axe-là d'adhérence un axe de gestion des compétences et de mise en place d'un ressource modèle pour s'assurer qu'on a une bonne adhérence et des bonnes compétences au bon endroit. Le deuxième axe, c'est évaluer et améliorer donc la maturité au niveau de notre supply chain vers le standard 9145. Et le troisième axe, c'est la mesure de l'efficacité. Donc, on est en train de mettre en place des indicateurs et de vraiment travailler sur l'efficacité de la PQP. Donc, ouais. Okay. Et lorsque vous travaillez avec vos fournisseurs, quels sont les retours, quels sont le niveau de collaboration que vous avez avec vos fournisseurs, quels sont leurs retours vis-à-vis de l'implémentation de la méthode et la plus-value que cela peut leur apporter? Donc, on a eu des retours très positifs de fournisseurs et aussi en interne sur l'analyse de risque. Donc, puisque la PQP commence par l'analyse de risque, on a mis en place un decision tree applicability matrix, c'est-à-dire qu'en fait, suite à l'analyse de risque, ça va présélectionner des livrables qui sont adaptés au niveau de risque et qui vont nous permettre aussi d'adapter notre niveau de surveillance en interne et avec notre supply chain. Donc, on a eu des retours très positifs sur cette analyse de risque, parce qu'elle permet de faire gagner du temps et elle est structurée et du coup aussi sustainable. Donc, ça, c'est un retour très positif. Un retour à améliorer, on va dire. On a eu des retours de nos fournisseurs qui nous disent encore qu'ils sont encore sur la phase où il faut renforcer l'implémentation aujourd'hui pour vraiment réduire le risque derrière et aller plus loin dans le déploiement, dans l'adhérence et dans la mesure d'efficacité. Donc, voilà. Et à ce titre, pour vous, quelles sont les prochaines étapes pour Airbus? Quelles sont les prochaines étapes pour déployer chez Airbus, mais aussi et surtout au sein de la supply chain, cette méthode APQP? Donc aujourd'hui, on a aussi une gestion de projet qui vient nous aider dans l'amélioration de l'APQP avec PO Quality First, un projet qui nous permet d'avoir aussi le sponsorship du senior management en interne, ce qui nous permet vraiment d'avancer dans le déploiement. Donc la prochaine étape, on va travailler sur un axe de standardisation avec une mise en place de routines de self-assessment. C'est-à-dire que les gens, l'idée c'est de mettre en place d'aller vers l'autonomie des équipes en interne et aussi chez les fournisseurs pour être capable de s'évaluer et d'améliorer l'adhérence aux standards et à la méthode en interne Airbus. Aussi, forcément, un axe de simplification des process et des outils pour que ce soit aujourd'hui plus facilement déployé et sur l'ensemble des projets nécessaires. Donc, la deuxième étape, renforcer la communication en interne et en externe et aussi les formations pour accompagner le changement et vraiment aller vers ces routines et cette autonomie. Et aussi renforcer une mise en place d'indicateurs, donc
indicateur de couverture, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer, aujourd'hui, là, on a un challenge fort avec la crise actuelle. Il va y avoir un certain nombre de transferts forts dans notre transfert de fournisseurs, en fait, suite à la crise actuelle. Donc, il va falloir s'assurer que la méthode soit adaptée et qu'elle soit déployée pour couvrir les risques sur ce genre de contexte. Et donc, renforcer la mesure de déploiement, l'efficacité, l'adhérence et s'assurer qu'on ait les bonnes compétences autour. Et mettre en place un plan d'implémentation aujourd'hui, donc avec la mise en place de pilotes avec certains fournisseurs pour aller vers un déploiement systématique. Voilà. Merci beaucoup, Florence. C'est très clair. Je vous propose de passer à la TechOR avec Monsieur Pourchet. Monsieur Pourchet, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Je vous entends, Thomas. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Donc je m'appelle Éric Pourchet, je travaille chez la TechOR en tant que responsable qualité programme et aussi chef de projet du déploiement de la PQP sur la branche aérostructure. Donc, à votre initiative, vous avez lancé le déploiement de la PQP au sein de la TechOR. Quelle a été la stratégie de déploiement de la TechOR pour réussir ce projet? La stratégie de la TechOR a été on est parti sur 3 axes. On avait déjà donc des analyses, on avait déjà analysé, je dirais, notre process de développement avec la PDR, CDR, donc en commençant par le kick-off. Donc, je fais référence au premier planning qu'a présenté ma collègue de chez Airbus. Et on avait donc une analyse matricielle et on s'était rendu compte qu'il fallait quand même qu'on travaille sur le référentiel, donc sur nos référentiels internes, nos processus, et je dirais intégrer les notions d'assessment qui n'étaient pas intégrées chez nous. À côté de ça, il fallait un deuxième axe, c'est faire monter les gens en compétences. Et faire monter les gens en compétences, je dirais, à tout niveau, de notre comité de direction jusqu'à l'ensemble de nos directeurs, ainsi qu'après, je dirais, tous les acteurs de la PQP, des chefs de service jusqu'aux les opérationnels. Et pour développer, je dirais, la PQP, qui va se développer sur plus ou moins 3 niveaux, qui doit adapter en fonction du type de programme en phase de développement, qu'on soit en conception plus fabrication ou purement en industrialisation, voire un transfert. Donc, adapter le niveau de la PQP en fonction de ces cas, à déployer. Donc, on a pris 3 cas pilotes. Donc, un qui était demandé par un client, Dassault, Airbus sur escalier embarqué, où c'est une réindustrialisation, puis un autre programme, je dirais, où là, on fait de la conception jusqu'à la fabrication. Donc, qui nous permet d'avoir un éventail complet de toutes les exigences de la PQP et d'identifier si notre process interne, je dirais, en adéquation ou pas. Quand vous avez mis en place la mise en place du référentiel, vous avez pris la norme AS 9145 Tout à fait. Et vous l'avez déployée. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé donc sur le N9145. Comme on travaille sur multi-clients, on a la chance à TechOR d'être, je dirais, multi-client, donc d'avoir des différences d'exigences qui sont un peu disparates d'un client à un autre, voire antagonistes. Donc, on a référentiel de l'IAQG. On a décidé de prendre en compte les checklists de l'IAQG, donc pour les assessments, et de s'appuyer, je dirais, sur ces éléments-là pour faire toute la partie validation des différents livrables, pour mesurer leur niveau de pertinence et afin qu'ils puissent répondre, je dirais, aux attentes de nos clients. Donc, vous avez mis en place un training plan, j'imagine, pour accompagner cette conduite du changement. Vous avez commencé par le comité de direction. Tout à fait, c'est-à-dire que le comité plan, quand on a lancé le kick-off, donc du projet au mois de février de mémoire, après une présentation de notre chez Comex, dans une séance de formation d'awareness de 2 heures pour présenter, je dirais, les tenants et les aboutissants de la PQP, donc à la tête de la TechOR, pour après derrière le cascader à l'ensemble, je dirais, des personnes qui sont impliquées de près ou de loin, je dirais, à la PQP. Donc avec des modules que vous connaissez bien, des fondamentaux à PQP qu'on a déployés ensemble, je dirais, sur la
plupart des personnes chez nous, la TechWare, donc en priorité ceux qui sont en phase de déploiement, du bureau d'études à la qualité en passant par l'Indus. Et par la suite, on mettra en priorité 4 des personnes, je dirais, des ateliers de production qui sont les premiers clients des programmes en phase de développement. Et bien sûr, à côté de ça, il a fallu aussi faire monter en compétence certaines personnes sur des spécificités et des exigences de la PQP où on était un peu en écart. Donc, puisqu'on parlait d'analyse de risque tout à l'heure avec Airbus, et effectivement, toute la partie analyse de risque, des DFMEA, qui ne sont pas forcément des outils qui étaient utilisés ou dans les mœurs, je dirais, chez nous. Donc, il a fallu lancer une grande campagne de formation sur la DFMEA, le pourquoi du comment, etc. Donc, emmener les gens et leur présenter que ce n'est pas quelque chose en plus, mais c'est quelque chose qui va leur permettre de gagner du temps par la suite en planifiant et en identifiant plutôt tous les risques associés à la conception d'un produit. Ça permettra, je dirais, de définir par la suite un process un peu plus, je dirais, capable, pour employer le terme, pour répondre aux exigences et qui répondra aux exigences, on va dire, des exigences clients. Donc, formation à tous les niveaux, jusqu'à des experts même, je dirais, des experts sur des FMEA, des experts sur tout ce qui est mesure, des experts, un expert à PQP aussi, on aura chez nous. Quelle est la perception, quel est le retour des équipes terrain sur ce changement de mindset selon vous? Et oui, donc c'est ce que je vous disais. L'objectif, c'est de ne pas rajouter une couche supplémentaire sur nos personnes. C'est de leur montrer, je dirais, les nouveautés de la PQP, ce que la PQP peut leur apporter en plus à leur quotidien. C'est-à-dire si je donne un chiffre, je dirais la PQP, on en faisait sans savoir entre 75% et 80% dans la phase développement de nos programmes, mais je dirais ils n'étaient pas forcément structurés, classifiés, suivis, mesurés avec des indicateurs, je dirais, pouvant mesurer la pertinence d'un livrable. Donc c'est juste pour montrer aux gens que ça leur permet de montrer qu'ils vont gagner du temps dans la phase développement en faisant bien du premier coup, en s'assurant que ce qui a été fait répond directement aux exigences sans avoir à y revenir par la suite. Donc, les outils de DFMEA, d'analyse de risque, tout ce qui est de prévention, nous permet, je dirais, d'anticiper pas mal de choses. Après, l'objectif au final, comme je disais tout à l'heure, c'est si on fait bon du premier coup, si on identifie le plus tôt possible les risques, en mettant sous surveillance les caractéristiques qui sont à surveiller ou les paramètres à surveiller, je dirais, on va transférer la responsabilité d'un ensemble couple produit-process qu'on aura conçu, je dirais, à notre client premier qui est la prod, et la prod acceptera un couple produit-process et sera capable de produire sur les exigences clients à l'origine. Vous avez déjà donc parlé des programmes impactés, Falcon, Airbus. Oui, alors les 3 programmes que je vous disais tout à l'heure en présentation, donc on a 3 programmes tests aujourd'hui, donc avec des niveaux de planning qui sont totalement différents. Le plus court et le premier PIPAP qui sera réalisé, c'est pour Airbus, donc pour l'escalier embarqué. Donc c'est notre chemin critique, je dirais, dans la phase développement de ce projet PQP. Et donc c'est pour ça qu'il est prévu pour juin-juillet de l'année prochaine. Donc là, par contre, c'est un APQP, je dirais, entre guillemets, light. L'esprit est là. Par contre, il n'y a pas l'ensemble des livrables de l'APQP, sachant que c'est une réindustrialisation. Si je le compare à l'autre, je dirais, programme, je dirais, porte-d'avions qu'on développe pour les Américains, qui est un programme complètement, je dirais, design and build. Donc là, forcément, je dirais, on fait un full APQP. Et Dassault, je dirais, on s'est mis d'accord avec eux sur un niveau de livrable, je dirais, en fonction de leurs exigences, adapté à ce qu'on était capable de faire en temps et en heure. Très bien. Quelles sont les prochaines étapes pour le déploiement de la PQP chez la TechWare? Alors, prochaines étapes, il y avait une étape quand on a préparé, prochaine étape qui était donc de valider l'organisation qu'on voulait mettre en œuvre, avec les exigences, les référentiels et les personnes et les fiches fonctions. Donc, on a fait un copil sur le programme la semaine dernière, sur le projet la semaine dernière. Donc, la nouvelle organisation qu'on va mettre en œuvre est validée par l'ensemble du comité de pilotage donc, du projet. Donc là, maintenant, on va se lancer avec les ressources humaines pour lancer toutes les modifications des fiches de poste associées, pour nommer les personnes. Et donc, déjà nommer les personnes, je dirais, sur les fonctions de la PQP leader à la PQP expert, en passant pour l'ensemble des métiers spécifiques à la PQP. On va lancer, je dirais, bien sûr, dans la foulée, la modification, l'officialisation de l'organisation qu'on va mettre en place. Donc, modification de pas mal de process internes, je dirais, dans un premier temps écrit, pour que par la suite, ce soit, je dirais, déployé et mis en œuvre, je dirais, au sein de la TechWare.
Donc, ça passe par, je dirais, la validation du manuel APQP. C'est très qualiticien ce que je vous dis là, un document, mais ça passe par là. Il faut quand même formaliser, officialiser nos processus. Et puis, je dirais, valider le premier PIPAP avec Airbus, je dirais, au mois de juin l'année prochaine. Ça, c'est la première étape, le premier jalon du projet. Et à partir de là, après, on essaiera de lancer, je dirais, un processus d'évaluation et de retour, je dirais, de mesure d'efficacité de ce qu'on a mis en œuvre, ce qui a fonctionné, pas bien fonctionné, type de REX, pour l'adapter, je dirais, à la suite des autres programmes qui continuent jusqu'en 2022. Voilà. Merci, M. Bourchet, pour ces explications. Donc, pour conclure, la PQP, c'est une méthode de structuration des développements qui est adaptée à l'entreprise, adaptée au projet, adaptée à l'importance du projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on déploie de la même manière sur n'importe quel projet, mais ça permettra, quoi qu'il en soit, de garder une structuration d'un projet à un autre qui est cohérente et structurante pour l'entreprise. Merci beaucoup, Eric et Florent, pour ces précisions. Flavien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup donc, pour ces présentations. Et voilà. Donc, du coup, première question, je passe aux questions un petit peu sur le chat. Là, sur le chat. Donc, une première question donc, à destination de Florence d'Airbus. Quel a été l'apport d'un prestataire extérieur au déploiement de la PQP? Peut-être Altran et Airbus, si vous pouvez répondre. Florence, vous êtes toujours là ou je prends la main? Alors, je suis désolée, je n'ai pas bien entendu la question. L'apport du? Alors, l'apport d'un prestataire extérieur au déploiement de la PQP. Alors, si tu veux, Florent, je peux répondre. Oui, merci. Ça a été très utile pour la partie formation. Au début, on n'avait pas d'APQP master pour former les différentes populations aux différentes étapes de l'APQP. Donc aujourd'hui, ça a été très utile pour la mise en place de la méthodologie et former les équipes. Maintenant qu'au sein d'Airbus, on a suffisamment de personnes qui sont formées, on peut maintenant développer des trainings en interne pour continuer à former les différentes équipes dans les différentes fonctions. Mais au début, c'était extrêmement utile pour la mise en place et l'implémentation de la méthode et des trainings. Alors, pour compléter peut-être notre vision côté Altran, l'apport que l'on peut avoir, on l'a fait notamment côté la TQR, on peut l'amener en termes d'accompagnement aussi sur le côté Airbus. Donc effectivement, il y a la partie training que l'on fait et que l'on déploie, sur lesquelles on a des serious games, des choses qui permettent de comprendre la PQP de manière un peu plus ludique, de rendre cette approche un peu plus ludique. Donc on a tout ce genre de méthodologie qui est une vraie plus-value pour nos clients. Et puis ensuite, on a aussi toute cette partie coaching, accompagnement. On a des accompagnements chez Airbus, on peut en avoir chez d'autres sociétés. On est capable d'accompagner un déploiement de la PQP au sein de n'importe quelle entreprise. Voilà, donc on travaille sur les deux tableaux, la partie montée en compétences, mais aussi sur la partie continue accompagnement du déploiement de la PQP. Oui, tout à fait, parce qu'on est dans le continuous improvement aussi chez Airbus, on essaye d'optimiser la manière dont on le déploie, et en effet, d'avoir un œil extérieur, d'avoir un prestataire qui a une expérience dans plusieurs types d'entreprises, qui permet d'apporter des améliorations, de la flexibilité aussi sur la manière dont on le déploie chez Airbus. Même vision côté la TQR. Ok, merci pour ces précisions. Alors peut-être une question aussi par rapport aux prérequis nécessaires pour pouvoir se lancer dans cette méthode-là pour les entreprises. Et puis aussi, est-ce que c'est adapté vraiment aux PME, PMI, voilà, petites entreprises, et les secteurs d'activité aussi, tous secteurs d'activité. Alors là, c'est l'aéronautique, c'est on va dire l'automobile peut-être, mais est-ce que par exemple sur des menuiseries industrielles ou enfin tout type d'industrie, c'est une méthode qui peut être appliquée? Et quels en sont on va dire les intérêts, quoi? Alors, Grégory, je peux peut-être répondre à cette question. Donc, en effet,
on a apporté de la flexibilité avec l'analyse de risque qu'on fait au tout début de l'application de la PQP, où en fonction du risque, en fonction des ressources dans l'entreprise, on identifie quelles sont les criticités du projet et quels sont les livrables sur lesquels il va falloir mettre les ressources en priorité. Et on peut commencer progressivement en identifiant en priorité des design and failure mode effect analysis, la mise en place d'un contrôle plan, commencer par quelques livrables. En effet, si on commence dans une petite entreprise à appliquer 50 livrables et faire un full monitoring sur tous les livrables de la PQP, c'est impossible, c'est ingérable. Mais du coup, l'avantage d'une analyse de risque au tout début du projet avec une équipe multifonction, je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans n'importe quelle entreprise et qui a une très forte valeur ajoutée. Et j'irais même plus, j'irais à l'ensemble des secteurs d'activité. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à l'automobile ou à l'aéronautique. Dans tout développement de projet, si vous regardez le cycle en V de la PQP, je dirais l'ensemble des gestions de projet, ben ça y ressemble. Hein. Vous avez un kick-off, vous avez déjà un planning, un jalonnement et je dirais une livraison finale. La PQP reprend, je dirais, le développement d'un projet, je dirais par effectivement en planifiant et en identifiant au plus tôt les risques potentiels de ce projet, donc que ce soit un projet, développement d'un programme auto-aéronautique, médical ou quoi que ce soit. Je dirais ça permet effectivement, et à tout niveau, ça permet de gagner du temps. Plus on anticipe les actions en amont, plus on gagne du temps au final et moins on est embêté par la suite, je dirais, en phase série. Tout à fait, c'est une méthode collaborative, comme disaient Thomas et Jean-Philippe. Ça permet de faire cette analyse de risque avec toutes les différentes fonctions dès le début, parce que par expérience, chez Airbus, les analyses de risque sont faites en silo. Il y a le programme management qui fait son analyse de risque, l'engineering séparément son analyse de risque, l'indus qui fait son analyse beaucoup plus tard. Là, ça permet que tout le monde se mette autour de la table dès le début et s'accorde sur les risques du projet. C'est vraiment une des grosses valeurs ajoutées de la PQP, d'avoir cette approche collaborative dès les premières phases du développement. Tout à fait, hein. C'est l'avantage de la méthode APQP, c'est qu'elle s'adapte à l'importance du projet et à la taille de l'entreprise. On n'a pas l'obligation de il faut l'adapter justement, sinon c'est un carcan et on ne s'en sortira pas parce qu'on perdra toute la flexibilité et toute la valeur ajoutée que peut apporter la PQP si on cherche dès le début à vouloir instaurer par défaut systématiquement tous les jalons à tous les critères. Exactement. Tout à fait. Et en termes de prérequis pour l'entreprise qui veut se lancer là-dedans? Il faut comprendre ce que c'est que la PQP. Alors, j'en ai déjà parlé. D'abord, il y a un engagement de la direction, et ça, c'est, je crois, nécessaire. Engager la direction, qu'elle sache de quoi on parle, qu'elle sache ce que ça implique, ce que c'est sur un développement. Et puis ensuite, la formation, la montée en compétences. C'est pour moi l'une des clés du succès. Et puis après, peut-être que je pense que vu l'expérience de la TECOR et Airbus, vous avez certainement d'autres prérequis. Non, nous, ça a commencé comme vous dites. Il faut que ça vienne gérer de la tête de la société pour pouvoir donner les bonnes orientations au début, les bons créneaux de formation, ou savoir, je dirais, investir du temps sur telle et telle méthode initiale avant de se lancer. Formation, oui, une formation, je dirais, explicative, comment positionner la PQP, je dirais, au process existant. Je vous fais référence à un process de développement, de gestion de projet. Après, je dirais, autre prérequis, je dirais être ouvert au changement et vouloir aller de l'avant. Ouais. C'est de la méthode, hein. Encore une fois, on ne change pas la façon de développer, c'est de la méthodologie. C'est mettre de la rigueur dans le développement. Tout à fait. Ok. Alors, une nouvelle question qui est toujours qui est encore destinée à Airbus. Donc, une question un petit peu plus technique. Alors, aujourd'hui, Airbus déploie la PQP, mais utilise des référentiels internes, Grams, GRIS, ASR. Est-ce qu'il est prévu de basculer sur un process PPAP? Super. Donc en fait, Airbus cascade ses exigences aux fournisseurs. Donc Grams, GRES et ASR, c'est Airbus Supplier Requirements, en gros.
pour les gens qui ne connaissent pas. Donc en fait, on a fait un travail de fond pour aligner nos exigences sur la partie bail aux exigences du standard EN 9145. Donc aujourd'hui, c'est aligné. Et effectivement, on est en train de renforcer, quand on est renforcé l'adhérence, on renforce aussi un déploiement systématique du PIPAP, donc qui est un livrable à la fin du développement qui permet de valider la maturité industrielle. Dedans, ça inclut un statut sur la PFMEA, le contrôle plan, surtout essentiellement. Si on a le contrôle plan, bon, on a les caractéristiques et le MSA, mais ça permet de valider la maturité du produit. Donc oui, c'est ce vers quoi on va. Et c'est pour ça que la première étape, donc former les gens, renforcer l'adhérence, renforcer la maturité de nos fournisseurs, il faut qu'ils le déploient aussi systématiquement. Et c'est aussi une exigence donc, dans les AFR. Hein. Et mesurer le déploiement derrière pour s'assurer qu'on ait notre efficacité sur les produits derrière. Tu voulais compléter, Grégory ? Oui, la livraison du dossier PIPAP, là, le Production Approval Process, fait partie des requirements qui sont cascadés par Airbus vers les suppliers, là, ce qu'on appelle l'ASR. C'est une liste de la requirement et le PIPAP, la livraison de ce dossier PIPAP fait partie de ce set d'exigences. C'est-à-dire que c'est intégré. Les requirements de la PQP sont intégrés dans notre référentiel interne et cascadés vers les fournisseurs. Et on est dans la phase de déploiement. Donc c'est bien d'avoir le requirement qui est intégré dans le référentiel, mais et maintenant après on est dans la phase de convaincre les fournisseurs de le faire, aussi bien en interne Airbus et avec le fournisseur. Alors, juste pour compléter, il faut savoir que la méthodologie 9145 est une méthodologie complète APQP PIPAP. Elle couvre les deux. Et effectivement, le PIPAP, c'est finalement la finalité de tout un process de développement géré au travers de la PQP. Okay. Bien. Alors on a même des projets qui vont plus loin aujourd'hui sur ce PIPAP en fait, parce que dans le cadre on a des escapes malheureusement sur certains de nos produits, donc on va avoir un rappel sur des produits. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que la phase d'industrialisation est finie, on est plus en phase série là, pour se projeter de la vie d'un produit. Et si on a ce genre de problème qualité, on va aujourd'hui aller aussi vers une demande de mise à jour de ce dossier PIPAP pour sécuriser que voilà, le dossier est bien à jour et inclut une mise à jour du contrôle plan, par exemple, et de tout le dossier PIPAP. Donc, on va vraiment plus loin dans le déploiement. Bon, là, c'est hors cadre APQP, mais c'est quand même un livrable qui est lié à la PQP et qui est lié au standard, donc ça mérite d'être précisé. Merci bien. Donc, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je ne sais pas, peut-être si vous voulez quelques petits mots de conclusion, Thomas, pour Altran, ou les autres intervenants, et puis on va clôturer ce webinaire. Je pense que, comme on l'a dit, c'est une méthode structurante qui est nécessaire pour le développement, je pense, réellement, qui doit être déployée intelligemment dans chaque structure et qui, dans ce cas-là, peut avoir une plus-value énorme en termes de gains financiers et méthodologiques. Donc, c'est quelque chose que l'on croit, nous, personnellement, et sur lequel on veut accompagner un maximum d'entreprises pour maturer sur ces méthodologies-là, que ce soit APQP, mais aussi PIPAP d'ailleurs, puisqu'on a cette même maturité sur les PIPAP et sur lesquels on peut accompagner nos partenaires. Bien. Merci donc à tous les intervenants et à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire. Donc, je vous rappelle qu'il a été enregistré, donc il sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochaines heures. Voilà. Donc, il y a d'autres événements qui vont être organisés par les CCI, donc un petit peu partout sur la région. Donc, vous avez les thématiques, les intervenants et les dates qui sont sur nos sites Internet. Donc, vous pouvez retrouver aussi sur le site d'Altran donc un certain nombre d'informations par rapport à la présentation qu'ils viennent de faire. On va vous communiquer la liste des intervenants, la liste aussi, enfin les slides qui ont été présentés, les liens vers, on va dire, tout ce qui concerne le programme Industrie du futur. Donc, si vous souhaitez avoir des précisions là-dessus.
Et puis, donc, les conseillers des CCI restent à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions que vous souhaiteriez avoir sur ces projets-là. Donc, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et puis, merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir à tout le monde.